Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, dans le cadre donc du sommet de l'élevage. La souveraineté alimentaire reste-t-elle un mirage? On en a beaucoup parlé durant le Covid. On a l'impression que peut-être maintenant on a un peu oublié que c'est essentiel pour notre futur et on aura l'occasion d'en parler. Juste avant, je présente mes invités. Audrey Desormeaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à la Fédération nationale ovine. Oui. Juste à vos côtés, Emmanuel Ferrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur tout d'abord, vous êtes élu donc pour le conseil régional et puis aussi vous êtes maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Juste en face de vous, Stéphane Linou, bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le premier locavore de France et vous êtes expert en souveraineté alimentaire ou en résilience alimentaire pour être précis. Et vous avez édité un rapport qui est très intéressant. On aura l'occasion d'en parler. Richard Andane, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur donc d'ovins de race Rava. Et on aura l'occasion de parler avec vous du problème de la laine actuellement. Et ça tombe bien qu'on parle de laine puisque j'ai à mes côtés Christophe Guibert qui est tondeur et on aura l'occasion de parler de la tonte des brebis. Alors tout d'abord, Audrey, on a un véritable problème aujourd'hui, c'est l'excès de laine. Expliquez-moi. Oui, alors il faut savoir que du coup en France, on a chaque année des brebis qui sont tondues et aujourd'hui la laine qui est majoritairement exportée vers l'Asie depuis pas mal d'années parce que les coûts de production sont moins importants et donc la transformation de la laine se fait là-bas maintenant. Et puis depuis quelques années en fait le marché s'est effondré. C'était avant le Covid, mais c'est vrai que le Covid a en plus fermé les frontières en Chine, donc on s'est retrouvé avec des frontières fermée et la laine qui ne pouvait pas être exportée ou du moins qui n'avait plus de débouchés. Et donc ça fait que depuis maintenant presque 2 ans, la laine n'a plus de valorisation et est stockée pour une partie chez les éleveurs. C'est grave. Ah oui, c'est grave, puisque ça veut dire que pour les éleveurs, il n'y a aucun revenu qui est généré par la vente de ce coproduit de l'élevage, qui est produit à chaque tonte, et il faut tondre les brebis pour leur bien-être, et qu'en plus c'est une matière première avec de très nombreuses propriétés et qualités qu'on ne valorise plus aujourd'hui, puisqu'elle est stockée et qu'elle n'a pas du tout de valorisation, elle n'est pas utilisée, et donc c'est une matière première en gros qu'on jette et qu'on n'utilise pas, alors qu'aujourd'hui on parle de bioéconomie, quoi. Mais oui, non, mais c'est fou, c'est la souveraineté à l'envers là par rapport à l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a misé sur un marché, il suffit que ce marché, pour une raison X ou Y, n'achète plus et résultat, on se retrouve, Richard, avec de la laine, on ne sait plus quoi en faire. C'est votre cas dans votre exploitation ? Absolument, c'est mon cas, mais c'est aussi celui de beaucoup d'éleveurs de moutons au niveau national. Dans mon cas, moi je suis éleveur de Rava, c'est une race typiquement locale dont le berceau de la race se situe sur le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, sur le Puy-de-Dôme. Très rustique. Donc c'est une race très rustique, avec une laine aussi rustique, puisqu'elle est composée à la fois de laine, à la fois de jarre et de poils. Et donc on a du mal à la valoriser en filature. Il ne nous reste que, si vous voulez, d'autres valorisations, comme par le passé au niveau des matelassiers ou aujourd'hui au niveau de l'isolation. Mais c'est vrai qu'on est en véritable difficulté, puisque moi, sur mon exploitation, et comme bien d'autres, c'est 2 années de stock qu'on a sur nos exploitations. J'ai 700 brebis mères, je produis à peu près 1 tonne de laine par an, et donc 2 années de stock en attendant la 3e, et en espérant que justement le marché va se décoincer vers la Chine pour pouvoir que ça parte. Mais avec une inquiétude tout de même, c'est qu'on reste quand même avec 2 années de stock, puisque s'il y a une ouverture justement d'exportation vers l'Asie, qu'elle se fasse sur la laine de l'année et non pas sur le stock qu'on a pour ne pas engorger le marché encore et encore. Et en termes de pertes, ça veut dire combien ? Donc en termes de pertes, on n'avait pas une véritable valorisation de la laine, mais ça permettait quand même de tamponner justement le coût de la tonte, puisque la tonte c'est une charge. Nous, notre laine, Christophe, tu confirmeras, mais elle était payée autour des 15 centimes d'euros le kilo, tout en sachant qu'une toison, c'est en Rava entre 1 kg et 1,3 kg. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Ce n'est pas une rentrée d'argent significative, mais ce qui était hier un produit noble et de qualité est devenu pratiquement aujourd'hui un déchet, mais un déchet qu'on ne peut pas utiliser sur nos prairies, qu'on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette laine ? C'est ça toute la problématique. Vous avez employé le terme de laine jarreuse, ça signifie quoi ? Donc là, sur la laine jarreuse, je laisserai un petit peu la définition à Christophe, au spécialiste de la tonte. Alors Christophe, c'est quoi une laine jarreuse tout d'abord ?
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on appelle le terme de laine au sens général, en fait, on peut diviser en plusieurs types de diamètres de fibres. La laine est très fine, donc je ne saurais pas vous dire exactement le diamètre exact en termes de microns, mais c'est des fibres qui sont très très fines. Et au fur et à mesure que l'on monte en diamètre de fibres, on va parler de jarres, de poils, de cheveux, etc. Sachant que toutes ces fibres ont la même structure générale, mais c'est une question de diamètre. Quand on parle de laine, c'est de la fibre très fine. C'est-à-dire qu'au contact de la peau, nous, des humains, c'est une fibre qui va pouvoir se plier. C'est ce qui fait qu'elle ne gratte pas. Au contraire, quand on a des brebis qui sont dites jarreuses, c'est qu'elles ont du poil naturellement sur la peau, sur le dos, et que le poil a tendance à piquer la peau parce qu'il est tellement dur qu'il ne se plie pas au contact d'une surface dure, comme la peau. Christophe, avant Richard, il vous accueillait, il était content, à la fois, bon, il vous payait pour la tonte, mais à la fois, il savait qu'il allait tirer un revenu de cela. Aujourd'hui, il vous accueille comment, les éleveurs ? Alors effectivement, les éleveurs nous accueillent, on va dire, mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'effectivement, la tonte est totalement indispensable pour le bien-être animal, pour l'hygiène du mouton, de manière globale, avec des intérêts zootechniques qui sont non négligeables, directement liés à la tonte. Par contre, effectivement, le fait que que nous, tonteurs de moutons, nous soyons payés à la brebis, ça représente une charge stricte, directe à l'éleveur. Effectivement, comme disait Richard, quand moi on va chercher simple jeton pour 200 € de chiffre d'affaires sur une journée qui va correspondre à peu près à 150 brebis tondues dans la journée, et ben ces 200 € de chiffre d'affaires, moi c'est ce qui va me permettre de payer mes charges sociales, me tirer mon salaire, etc., me déplacer et tout. Par contre pour l'éleveur, c'est une charge nette. Alors qu'il y a un produit qui est, qui est séparé de la brebis, tout simplement, la laine, mais qu'on sait pertinemment que l'éleveur ne peut pas la vendre. Et donc, effectivement, il y a un malaise sans avoir un malaise, parce qu'il y a le respect du travail et le respect des tondeurs, mais derrière, on sait pertinemment que de toute façon, c'est une charge stricte, c'est une charge pure. Donc c'est extrêmement embarrassant quand on voit 2 ans, mais moi je vois des gars qui ont 3 voire 4 ans de stock. Et ça représente des volumes colossaux. Oui, mais il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'utiliser pour l'isolation. On doit pouvoir... C'est quoi ? C'est l'État qui freine ? Alors en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait la laine est depuis 2011 est considérée par la réglementation européenne comme un sous-produit animal de catégorie 3. Donc en fait, c'est considéré comme un déchet d'abattoir. Donc il faut en fait l'hygiéniser avant de pouvoir l'utiliser. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'elle passe par un process de lavage. Et sauf qu'aujourd'hui en France, en Europe, on n'a quasiment plus de lavage. Il reste un lavage en France qui est semi-industriel, donc avec des petites capacités. Il tournait tout le temps, tous les jours, il pourrait juste laver 4% des laines françaises. Donc voilà. Donc ça montre la capacité qui est complètement obsolète par rapport au volume français. Et donc dès qu'on va vouloir valoriser sur des formes comme pour l'isolation, parce que c'est vrai que voilà, la laine de Richard, elle convient tout à fait à l'isolation, il faut passer par le lavage, avec en plus des process de transformation derrière, qui rajoutent des coûts et qui font qu'aujourd'hui, avec les outils industriels dont on dispose en France ou en Europe, on n'est pas compétitif. Et donc aujourd'hui, c'est ça le gros souci. Emmanuel, vous comprenez la situation. Pour vous, ça vous semble ubuesque. Il faut réimplanter, réindustrialiser donc des unités de lavage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, on constate là la conséquence de la désindustrialisation de la France et de l'Europe d'une manière générale, et d'avoir abandonné complètement les filières textiles à l'Asie. Aujourd'hui, il faut relocaliser, il faut remettre des industries dans notre pays, en Europe d'une manière générale, pour exploiter la laine. Et aujourd'hui, les producteurs de laine, d'ailleurs, ont beaucoup innové, puisque en premier lieu, la laine ne servait qu'à du textile d'habillement. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, on va sur des matériaux de nouvelle génération dans les constructions, on va aussi dans des pare-chocs tout simplement, en mettant des fibres de laine dans des pare-chocs de voitures, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, la laine est un matériau qu'on peut utiliser et valoriser.
Il faut simplement avoir la volonté de remettre des industries, des filières pour traiter la laine, mais pas que la laine. On a le problème aussi avec le lin qui concerne moins notre région, mais qui est aussi un vrai problème où on a perdu beaucoup de producteurs de lin en France. Et donc tout ce qui tourne autour de la laine, enfin des fibres textiles, et voilà, il faut remettre des industries. Je pense que les pouvoirs politiques en ont pris un petit peu conscience à l'occasion du Covid. L'effet paracétamol et l'effet masque a été relativement, les masques par exemple, qui la laine pourrait servir, a été assez dramatiquement vécu par la population qui a eu bien conscience qu'on n'avait plus de fabrication de masques et qu'il fallait les acheter en Asie. On a exactement la même problématique aujourd'hui avec les vêtements et puis tout ce qu'on peut faire avec de la laine. Audrey, est-ce que vous avez l'impression aussi que la réglementation va trop loin? Vous avez parlé qu'il fallait la laver, hygiéniser la laine. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après, c'est vrai que c'est un produit animal qui peut être porteur de maladies. Et donc aujourd'hui, dans le contexte européen de sécurité alimentaire et de sécurité des consommateurs, voilà, c'est quelque chose de toute façon, on sait qu'on ne peut pas le faire bouger. Donc il faut trouver des solutions qui vont avec. Donc là, actuellement, justement, on essaye de voir des autres process peut-être que moins complexes que le lavage et plus accessibles pour un traitement en ferme ou à proximité des fermes. Voilà, parce qu'on est toujours sur ces questions de kilomètres à parcourir. Donc voilà, mais on sait que cette réglementation, de toute façon, elle est compliquée. Le risque, c'est de passer sinon carrément en catégorie déchets. Et en même temps, voilà, c'est un sous-produit plus qu'un déchet. Enfin, c'est pas un déchet. Non, c'est pas un dire que c'est un déchet. Non. Stéphane Linou, vous avez l'air atterré parce que vous découvrez ce cas-là. Vous qui avez alerté les parlementaires, donc bien avant le Covid, sur le problème de la résilience alimentaire, mais là, on voit aussi les limites du monde dans lequel on vit. Oui, carrément. Alors ça me faisait penser aussi en vous écoutant, je ne sais pas si atterré par les débouchés bouchers, on va dire, mais ça me faisait penser aussi à mes grands-parents qui étaient éleveurs justement de brebis dans le Quercy. Voilà. Donc oui, concernant justement les difficultés d'approvisionnement et les risques à ne pas assez produire de nourriture autour des lieux que l'on consomme, autour des lieux dans lesquels on consomme. Oui, effectivement, dès 2008, j'avais alerté en lançant le mouvement locavore en France où j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de l'assiette. Durant une année. Durant une année, donc plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. En fait, c'était pour alerter sur notre vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, étant donné que nos territoires ont en gros en moyenne une autonomie alimentaire de 2%, c'est-à-dire que 98% de ce qui est consommé proviennent de flux, mais dans le même temps, 97% de ce qui est produit sur ces territoires est exporté ailleurs. Donc en fait, ça c'est l'héritage de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui fait qu'en fait, à partir du moment où les transports ne coûtent rien, et c'est depuis que nous exploitons les énergies faciles, charbon, pétrole, qui fait qu'en fait, les territoires se sont spécialisés. C'est un territoire égale une ou deux productions phares. C'est-à-dire, je me concentre sur les productions pour lesquelles je me sens le meilleur et j'abandonne les productions pour lesquelles je me sens le moins bon. De toute façon, je m'en fous, ça viendra toujours de quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'on a transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. C'est-à-dire que contrairement à des personnes qui rentrent en EHPAD, c'est jamais de gaieté de cœur, mais là, on s'est volontairement vulnérabilisé et on s'est rendu totalement dépendant aux flux, aux perfusions, qui aujourd'hui, on l'a vu, lorsqu'il y a des problèmes, soit de blocage, voire bientôt de cyberattaque, peuvent avoir des conséquences très importantes dans chaque territoire. Donc en fait, rediversifier les territoires, c'est une question de sécurité collective. C'est pas forcer les territoires à produire des choses qu'ils n'arriveront jamais à produire, mais pour des raisons de sécurité, il faut rediversifier. Donc en fait, Ricardo et Cyrulnik, ça peut pas aller ensemble. La résilience, c'est la diversité, et on va devoir tôt ou tard y revenir, plutôt tôt que tard. Et l'élevage, dans les zones où il a complètement disparu, pour des raisons de sécurité, il va falloir qu'il réapparaisse. Et vous, quand vous avez écrit ce rapport-là, vous pensiez que le ministère de l'Agriculture avait déjà tout intégré, ou bien que c'était la défense? Racontez-moi. Non, mais en fait,
J'ai été encadré par un militaire et un géographe pour aller voir si l'ordre public et la non-résilience alimentaire des territoires étaient pensés dans des mondes qui normalement devaient le réfléchir. Est-ce que dans le monde de la production agricole, on pense les risques et de la sécurité ? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production ? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question ? Et là, les résultats ont été effarants. Et ça a été aussi cautionné, mon étude, par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et par le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et les résultats sont édifiants. Il y a un gros trou dans la raquette et on ne pense plus le plus vieux sujet du monde qui est en fait tout simplement le lien entre l'alimentation et l'ordre public et la sécurité. Et en fait, ce trou dans la raquette a été bien mis en évidence par le Forum des risques majeurs qui m'ont décerné le prix national des risques majeurs. Et ça a atterri au Sénat, parce que la sénatrice Françoise Laborde a porté ce sujet au Sénat en 2019 avant le Covid. Et il n'a manqué que quelques voix pour que ce projet de résolution soit adopté. Donc la non-résilience alimentaire des territoires doit être regardée, et ça a été reconnu par le gouvernement, comme une question qui doit être regardée avec les lunettes de la sécurité civile, sécurité intérieure et sécurité nationale. Donc l'alimentation avec les facteurs de production et le capital naturel doit être intégré dans le secteur d'activité d'importance vitale qu'est l'alimentation. Puis on le C'est un vrai sujet. On le sait, au moment du Covid, on est passé pas loin quand même de fortes tensions. Bruno Le Maire l'a avoué. Oui, carrément. On a frisé la correctionnelle. Il y avait d'ailleurs un article du Figaro début janvier qui a très clairement raconté le week-end où justement Bercy a demandé à la grande distribution si elle avait des plans, tant l'absentéisme était grand et en fait on aurait transformé nos militaires en caissières. Et le reste des militaires aurait été transformé pour gérer les files d'attente. Donc en fait c'est pas une vue de l'esprit. On est réellement sous tension et à plusieurs niveaux. Et il y a un risque, Emmanuel Ferrand. Oui, juste je suis complètement d'accord sur le diagnostic. C'est ni plus ni moins que le résultat du partage du monde à la sortie de la guerre. On s'est partagé les industries et l'économie à l'échelle mondiale, et notamment les protéines qui sont produites en Amérique et en Amérique du Sud, qu'on a laissé partir, notamment sur le plan Marshall. À ceci près que les Américains ont bien su, enfin les USA de manière générale et même l'Amérique du Sud, a su très bien à un moment de tirer son épingle du jeu. Et moi je me souviens d'un rendez-vous que j'avais à l'ambassade de France où il y avait le secrétaire d'État à l'agriculture qui a dit nous il y a deux armes qu'on ne laissera jamais partir, c'est l'arme nucléaire et l'arme alimentaire. Et on a trop longtemps confondu sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est miser sur un certain principe de commerce qui peut permettre de la population d'être alimentée en permanence. Et la souveraineté alimentaire, c'est se dire que quand les canaux de commerce n'existent plus ou sont mis à mal, comment on mange. Et là, la seule solution, c'est de revenir à du local. Et du local, ça ne veut pas forcément dire, vous avez dit 150 km. Moi, je dis que si déjà on pouvait avoir une agriculture européenne souveraine, pas souverainiste, mais souveraine, ça serait déjà beaucoup. Tout à fait. Comment vous percevez cette question ? Richard, allons-y. Il faut cela. En tant qu'agriculteur, vous êtes confronté au problème là. Vous dépendez de la Chine. Bien sûr, je vois la hauteur des débats sur la souveraineté alimentaire. Nous, à notre niveau, elle nous paraît indispensable. Indispensable à la fois pour nourrir les gens, les individus, indispensable pour faire vivre nos territoires dans nos communes rurales. Donc pour nous, la diversité, on la travaille tous les jours. C'est vrai que la règle des 170 km nous paraît un peu éloignée, si vous voulez, de la réalité. Moi-même, éleveur de moutons, ici dans le département du Puy-de-Dôme, on a un fort bassin de production, mais un faible bassin de consommation. Et on est évidemment obligé d'exporter un peu nos animaux vers ces bassins de consommation que sont la région parisienne ou la région marseillaise. Alors, je parlerai après de ce que vous avez amené. Je n'oublie pas, on arrive dans le dernier tiers-temps de l'émission. On fait quoi concrètement ? Vous faites quoi ? Moi, je vous vois intervenir partout en formant les élus. Je ne sais pas si ici vous avez formé ou pas, mais vous leur apprenez quoi globalement ? Alors oui, juste pour répondre, il fallait bien poser un cadre pour alerter sur le sujet. Et j'avais pris 150 et même maintenant 51. Voilà. Mais 51 km justement dans le cadre des défis locavores que je lance. Et d'ailleurs, je suis en train d'adapter cela pour un magazine télé. Et en fait,
en plus des formations pour élus que je dispense avec l'Institut supérieur des élus, c'est en fait le lien justement entre les risques systémiques, la non-résilience alimentaire des territoires et l'ordre public. C'est en fait faire rentrer le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde. Actuellement, c'est même pas pensé. Pourtant, ce n'est pas interdit. Et à partir du moment où on enrichit le plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, on est quelque part obligé de mettre des mesures de prévention et de protection. Et c'est là qu'on arrive au comment. Eh bien, le foncier, le fléchage de la consommation, les projets alimentaires territoriaux, faire le lien avec les plans climat, air, énergie, territoire, réviser les cartes communales, arriver avec beaucoup plus de force dans les schémas de cohérence territoriale par rapport au foncier, entre autres. Donc en fait, passer par les risques, c'est, là, à mon avis, la dernière carte que le monde agricole n'a pas encore jouée. Mais oui, les risques et la sécurité. Parce que oui, le monde agricole a tout à gagner. Mais carrément. Ça remet en cause les accords internationaux, ce que vous dites. Mais carrément. Le Mercosur, par exemple. Mais là, on parle régalien. Le couple maire-préfet est complètement concerné par des troubles à l'ordre public qui pourraient arriver en cas de, par exemple, cyberattaque sur la chaîne logistique. Et on et sait là, que c'est les possible, populations disent, mais oui. On a vu Facebook mais carrément. il y a 2 jours. Donc là, quels moyens, quelles mesures au niveau local et au niveau régalien on peut mettre en place? Il y a des outils qui existent, ce sont les plans communaux de sauvegarde. Et à partir de là, on tire le fil de laine, peut-être, on tire le fil de tout ce que l'on peut mettre en place. Et c'est pas du repli sur soi, c'est de la sécurité préventive, c'est de la gestion des risques. Henri. Emmanuel Ferrand. Oui, c'est bien, mais il y a un problème que je pense que vous n'abordez pas là-dedans, c'est la densité de population. Aujourd'hui, 50 km autour de Paris ou 50 km autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule, c'est pas la même chose. Et moi, je suis capable de nourrir 5000 personnes à Saint-Pourçain dans les 50 km. Je suis pas certain que nourrir la région parisienne 50 km autour, ça soit possible. On est d'accord. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que les 50 km, pour moi, ne tiennent pas forcément, mais qu'il faut raisonner beaucoup plus par bassin de vie. Et l'échelle régionale me semble déjà une bonne mesure. Mais on est complètement d'accord. Et là, je reprécise aussi, c'est toujours pour faire comprendre, c'est de la pédagogie. Et après, dans le comment, on dit, bon, ben là, on peut faire des contrats urbains, ruraux, mais on est complètement d'accord. Hein. Richard. Oui, je partage tout ce qui a été dit d'un côté comme de l'autre. Par contre, je voudrais revenir sur la diversité un petit peu de notre agriculture. Je pense qu'en France, on a une diversité relativement importante de notre agriculture et qui répond certainement beaucoup aux conditions pédoclimatiques que l'on peut avoir justement dans les différentes régions de France et qui fait que à tel endroit, on va trouver plus de production de telle ou telle sorte et qu'à un autre endroit, on va trouver une autre spécialisation un peu différente et que toutes ces spécialisations rentrent, si vous voulez, dans l'assiette du français de façon le plus conséquente possible. Mais d'ici à mettre, si vous voulez, une définition sur justement la localité et le circuit court, ça nous paraît assez difficile à mettre en place en termes de localité très présente. Parce que le monde agricole, vous avez du mal à gérer les deux. C'est-à-dire qu'à la fois on exporte en France et à la fois on veut du circuit court. Les collectivités, vous misez sur le circuit court. Bien sûr, on essaye au maximum de miser sur le circuit court, mais il y a 2 choses fondamentales qui vont changer les choses très rapidement dans l'avenir, c'est l'écologie et la consommation du carbone et l'eau. Aujourd'hui, si on dispose de l'eau et qu'on est capable de produire production animale et végétale, il faut bien se dire que quand on importe 1 tonne de tomates qui viennent du Maroc ou de l'Espagne ou je ne sais pas d'où, c'est 90% d'eau qu'on importe. Et donc on a tout intérêt à produire ici localement, alors parce qu'on a encore un peu d'eau et il faut favoriser, de pouvoir garder l'eau et le carbone, comme je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui le carbone est devenu un élément qui va même devenir marchand et que l'écologie nous ramène à dire que les circuits courts, les collectivités, c'est autant de transport en moins, c'est autant de main d'œuvre en moins, c'est des économies. Ouais, c'est une chance ça d'ailleurs pour le futur. Il y a un truc que je trouve fou, la PAC. On va avoir une nouvelle PAC et la PAC oublie totalement la notion justement de souveraineté alimentaire. Pourquoi ? C'est pas faute de l'avoir fait remonter. Hein. Donc je pense que l'aspect sécurité des populations et ordre public
n'est pas vraiment bien remonté par les États qui ont défini cette nouvelle PAC, et c'est bien dommage. Et la C'est pas du repli sur soi, mais là c'est un grand pan qui a été oublié. Et la Commission est un peu mal à l'aise, parce que si on fait des broutards ici et qu'on envoie en Italie, on va dire qu'à l'échelle de l'Europe, on est souverain, on va dire, mais sauf qu'à l'échelle des pays, on n'est plus du tout dans le cadre. Vu d'un bureau, c'est sûr qu'on est bon, mais là où se passent les choses en réel, au niveau des territoires, c'est pas pareil. Donc tout dépend de l'échelle à laquelle on pense aussi cette notion. Oui. Et on en reparle de la sûr. dimension. Juste pour finir, vous êtes venu avec de très beaux vêtements. Expliquez-moi, un collectif à la clé. Oui, alors je suis venue avec donc une écharpe qui a été faite, confectionnée avec de la laine d'un lest mérinos et un pull en mérinos d'Arles, donc de la laine française. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui il y a quand même un regain d'intérêt pour la laine française, avec des marques qui ont envie de proposer des produits avec des laines françaises. Et la difficulté aujourd'hui, c'est le maillon industriel et la structuration de la filière pour pouvoir apporter les produits à ces marques-là. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est d'arriver à consolider nos laines et à pouvoir les proposer et les faire retravailler par les industriels. Oui, mais quand vous parlez de difficulté, c'est quoi? Il faut la nommer, la difficulté. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les industries qui sont encore présentes, soit sont de très petite taille et donc sont plutôt, vont pouvoir permettre d'avoir des produits artisanaux qui vont avoir un coût assez important, ou sinon des outils industriels qui, par rapport à la mondialisation, travaillent des laines, notamment d'Australie et de Nouvelle-Zélande, et plus des laines françaises. Et ces laines d'Australie et Nouvelle-Zélande sont très standardisées, donc elles sont plus faciles et plus qualitatives, on va dire, que nos laines qui sont très, très diversifiées. Et donc, du coup, les industriels ne savent plus travailler les laines et avaient même oublié qu'il y avait de la laine qui était produite en France. Donc, Bon, il y a du boulot alors. Il y a du taf, puisque la formation, des habitudes à changer. Et puis surtout, bonne chance. On va espérer que vous allez trouver des solutions pour ces stocks de laine et puis que ça reparte bien dans le bon sens. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci à tous. Au revoir.